Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Dans cette édition, nous vous proposerons de suivre l'avancée de l'imposant chantier de l'extension en mer. Des membres de la mission pour la transition énergétique ont rencontré les syndics et agents immobiliers de la Principauté pour discuter développement durable. Découverte des ateliers de la Croix-Rouge monégasque en compagnie des jeunes élèves de l'école FANB. Et à la fin de cette édition, nous vous amènerons dans les coulisses de la Monaco Gymnastique Rythmique. C'est notre Focus Info de ce mardi. Pour ouvrir ce journal, rendons-nous du côté du Larvoto pour faire un point sur les travaux concernant l'extension en mer. Bilan d'étape avec Christine Datomel. Aujourd'hui, les 5 premiers caissons. Pour poser ces caissons, il a d'abord fallu draguer pour enlever les sédiments et atteindre le fond rocheux, qui était à peu près à moins 50 mètres. À la suite de ça, on a constitué un remblai d'assises pour ces caissons, c'est-à-dire une colline sous-marine d'à peu près 30 mètres de haut, qui a été constituée sur la première moitié de 2018. Et une fois que ce remblai avait été constitué, on l'a compacté pour s'assurer que ce soit stable avant la pose des caissons. Et donc les premiers caissons ont été posés à la suite. Peu à peu immergés, les caissons constitueront une digue de protection dont le niveau sera suffisamment élevé pour ne courir aucun risque, même en tenant compte des houles les plus fortes. La complexité, elle est multiple. Tout d'abord, on a un site qui est assez restreint, avec des navires ou des ateliers qui sont de grande taille, finalement, parce qu'un caisson en soi, ça fait 10 000 tonnes, 30 mètres par 30 mètres à peu près, 26 mètres de haut. Donc ce sont des gros objets à déplacer donc, dans un site qui est contraint. Ça, c'est une première difficulté, sachant qu'en plus, le site est encadré par les réserves et on a l'entrée et la sortie de Port Hercule qui est juste devant le site. Donc cet aspect logistique est assez compliqué. Et ensuite, d'un point de vue technique, il se trouve que les fonds sont profonds et on fait un sandwich finalement pour créer cette extension en mer et elle doit être conçue de façon à résister à des séismes très très importants. Donc c'est une complexité technique, je dirais, pour que cet assemblage soit le plus stable possible. Une ceinture de caissons qui devrait voir le jour d'ici 6 mois. En juillet, on aura terminé la ceinture de caissons. À la suite de cette fermeture de la ceinture de caissons, on a aussi à fermer les accroches qui sont debout, de façon à pouvoir réaliser le remblai qui va venir remplir ce bassin. Donc on envisage que ce remblai soit créé vers l'automne, de façon à ce qu'en novembre, on dispose d'un terre-plein qui soit mis à disposition de tous les co-contractants du projet pour pouvoir démarrer les travaux de l'étape suivante. Mais avant de débuter les travaux de superstructure, des traitements de sol importants seront nécessaires pour consolider cette nouvelle surface qui devrait donc voir le jour d'ici la fin de l'année. Il faudra alors compter près d'1 an pour que la plateforme complètement améliorée et stable soit livrée. Les membres de la mission pour la transition énergétique et les représentants de plusieurs syndics avaient rendez-vous au cœur de l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco pour évoquer les questions liées à cette transition au quotidien dans les immeubles. Sandrine Nègre et Alexandra Paolini ont suivi leurs échanges. Bien sûr, impliqués par ces gestes verts. C'était très intéressant parce que ça a permis d'enchaîner avec un débat avec les agents immobiliers et faire part de nos remarques sur un plan pratique parce que tout le monde est très attaché à la transition énergétique. C'est vraiment un sujet qui intéresse toute la principauté, que ce soit les agents immobiliers, les résidents et les personnes qui souhaitent s'installer en principauté. Après, il faudra voir comment mettre en œuvre et éventuellement adapter en fonction des immeubles et de toutes les situations. On a beaucoup d'exemples à prendre sur les pays scandinaves qui sont déjà beaucoup plus en avance par rapport à nous. Et puis ça va être un travail de fond important et surtout d'éducation vis-à-vis des habitants de Monaco. Donc c'est que du positif. Nouvelle réglementation énergétique, audit lié à l'énergie, les actions ne manquent pas. Les membres de ces syndics s'engagent donc auprès de la mission pour la transition énergétique afin de contribuer à l'effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre évoqué bien sûr lors de cette présentation. Fort intéressante et d'autant plus motivante que nous sommes sur un sujet d'avenir qui implique certes ma génération mais surtout celle de mes enfants. Tout ce qui a été expliqué nous avait déjà été expliqué par les syndics en assemblée générale puisque
Moi, je travaille en gestion, donc j'assiste à pas mal d'assemblées générales. Donc, on était plus ou moins au courant au niveau des dates, des aides apportées, tout ça. La question de la transition énergétique est importante à vos yeux aujourd'hui ? Oui, très importante. La mission pour la transition énergétique a mis en place un programme d'engagement efficace et accessible. Le pacte en est un exemple. Si vous l'avez déjà signé, vous pouvez d'ailleurs remplir un questionnaire pour connaître vos progrès. Vos idées sont aussi les bienvenues. Et si vous ne l'avez pas signé, n'hésitez pas, le pacte implique notre avenir à tous. Un mot de l'actualité sportive en bref et en images. La 35e édition de la Primo Cup, trophée Crédit Suisse, s'est déroulée il y a quelques jours. 400 marins répartis sur 93 unités monotypes de 5 séries différentes ont fait escale en Principauté. En J70, Ludovic Facitelli s'impose sans avoir remporté une seule manche, mais en ayant été le plus constant. En Melgevin, doublé monégasque avec la victoire de Valentin Zavatnikov devant Aurel Calomeni. Et enfin, triplé des sociétaires du Yacht Club de Monaco en Smeralda 888. Vincenzo Onorato l'emporte devant le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles et Timofey Sukodin. Rendons-nous à présent sur le Rocher à l'école FANB où la Croix-Rouge monégasque a mis en place différents ateliers pour les écoliers des classes de CM2. Les explications de Christine Datomel. À l'origine de cette initiative, une bénévole, maman de 2 enfants scolarisés à FANB, Anne-Marie Engelberts, a eu l'idée de mettre en place différents modules pour expliquer aux enfants de CM2 le rôle et les actions de la Croix-Rouge. L'objectif, faire réaliser aux petits la chance qu'ils ont de vivre dans un pays ultra sécurisé et de leur ouvrir les yeux sur les inégalités qui existent dans le monde. Différents ateliers ludiques ont donc été mis en place pour les petits écoliers de CM2 sur leur temps de pause. L'idée, apprendre en jouant. Restituer à l'échelle d'une classe la population mondiale. Vous connaissez tous ce jeu. Si ma planète était un village de 100 personnes, on le réduit un peu plus. Et là, si ma classe était le monde, c'est-à-dire à l'échelle de 26 enfants comme aujourd'hui, il représente l'ensemble des 7,7 milliards d'êtres humains sur la planète. L'accès à la richesse, à la nourriture, à l'eau, aux soins et à l'éducation sont donc largement mis en avant dans ce jeu qui consiste à parler des 5 objectifs du développement durable. Concrètement, ils matérialisent à travers les petits objets dans leur plateau leur accès à ces éléments-là. Si je suis dans un pays très riche et très développé, j'ai plein de pièces d'or, plein de barres de céréales. Si, au contraire, je suis dans un pays pauvre ou en voie de développement, je ne vais rien avoir dans mon plateau. Les réactions sont d'abord constater où sont les déséquilibres entre l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique. Constater que certains, et ça se voit concrètement, ont en surabondance et au-delà des besoins tous ces éléments, et d'autres n'ont rien. Et l'idée est que le changement vienne d'eux, car c'est eux qui seront des adultes en 2030, à la fin, quand on fera le bilan des ODD, et qu'eux-mêmes prennent conscience qu'une meilleure répartition, ça ne veut pas dire se priver de tout chez nous, mais une meilleure répartition nous permettra de tous mieux vivre ensemble sur cette petite planète. Mis en place depuis 3 ans, 8 ateliers de 30 minutes chacun sont proposés aux enfants par la Croix-Rouge sur la base du volontariat. Il y a quelques jours, un autre atelier a fait réagir les enfants, une rencontre qui les a fortement marqués, comme nous l'explique Anne-Marie Engelberts, qui est à l'initiative de ce projet. On l'écoute. La semaine dernière, il y a eu un demandeur d'asile qui est venu raconter son histoire, et c'est un jeune. C'est très important d'avoir un jeune aussi qui racontait son histoire, qui a maintenant 20 ans. Mais Mamadou est venu quand il avait 14 ans à peu près de Guinée-Conakry. Il a traversé le Mali, l'Algérie, la Libye, et il a réussi par ses propres moyens, tout seul, sans ses parents, à rejoindre l'Europe. Et il a raconté cette histoire, ce qui humanise quand même énormément le principe d'un réfugié, d'un demandeur d'asile, parce que pour les enfants, c'est très, très abstrait pour eux.
Notre réfugié était ému de raconter son histoire parce qu'il a vu des enfants scolarisés. Il racontait que lui n'avait malheureusement pas pu aller à l'école très longtemps. Il avait perdu son papa. Donc à 13 ans, il a dû quitter l'école alors que c'était vraiment sa raison de vie. C'est pour ça qu'il est parti aussi, parce qu'il avait envie d'une éducation. Et quand il a raconté surtout, c'était très, très émouvant, à la fin de son histoire, il a dit « J'ai pu, une fois arrivé ici, contacter une journaliste en Guinée-Conakry qui a pu me donner un téléphone à ma maman pour que je puisse lui dire que j'étais en vie. » Et il a eu les larmes aux yeux. Et alors tous les enfants, pareil, nous aussi. Ça a été vraiment un moment émouvant, mais ça a humanisé vraiment une histoire. On parle beaucoup de migrants, de réfugiés, mais on ne se rend pas compte derrière que ces personnes humaines qui ont une histoire, des parents, de la famille, qu'ils ont perdu, qu'ils retrouvent. Donc c'est important d'humaniser tout ce qui se passe. Et notez que le 14 février, le camion du centre de transfusion sanguine sera stationné sur la place du Palais pour accueillir les donneurs à la veille de la Journée mondiale de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Passons à présent à notre Focus Info de ce mardi. Charlotte Moreno nous propose de nous plonger dans le quotidien des sportives du club Monaco Gymnastique Rythmique. Après les championnats de France, les jeunes gymnastes se préparent pour le tournoi international de Budapest. Reportage. Tout juste la journée de cours terminée, les gymnastes prennent un instant pour s'équiper, puis direction le tapis pour le début de l'entraînement. Voici le quotidien des jeunes sportifs du club Monaco Gymnastique Rythmique. Je finis chaque jour à peu près à 15h40. Après, ça peut changer et je vais tout de suite aller à la gym. Et ça va, t'arrives à tenir le rythme? Oui, ça va. Je suis habituée. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va. Ça fait combien de temps que t'en fais? Depuis que j'ai 6 ans. C'est une discipline sportive et artistique, à la fois proche de la danse classique et de la gymnastique. Les gymnastes travaillent dur, du lundi au samedi, elles s'entraînent 2 heures par jour. À commencer par la préparation corporelle, celle-ci varie entre un travail de préparation physique générale pour améliorer le cardio, le gainage et plus largement la tonicité. Préparez-vous à nous. Actif. La préparation corporelle dure une petite heure sous l'œil attentif de Masha Vorobieva, ancienne danseuse classique professionnelle. Mon rôle principal ici, de préparer les filles au niveau physique, corporel, pour les compétitions. En général, il faut commencer, si vous commencez plus tôt, beaucoup plus facile toujours améliorer les souplesses. Je travaille normalement sur l'élasticité du muscle. Ça veut dire qu'il faut travailler au contraste, étirer et après contracter. Comme ça, vous avez vu notre écart. À la fin, on peut devenir comme ça. On peut l'améliorer cet écart? C'est pas au maximum là? Non. Ouais. Et ça, c'est notre but, d'améliorer. C'est donc un travail physique et le mental a aussi son importance. Depuis 2 ans, le club, sous l'égide de Corinne Grison, ancienne championne de France pour l'équipe de Monaco, mise sur la jeunesse. Elle a créé le groupe Performance qui est composé de 4 gymnastes âgés entre 11 et 15 ans. Chacune a sa personnalité, ses qualités et ses difficultés, mais toutes ont une réelle soif d'apprendre. Normalement, à leur âge, entre 11 ans et 14 ans, voilà, on est plus avec les copains, s'amuser, etc. Alors que là, ce sont des jeunes filles qui s'entraînent 2 heures à 3 heures tous les soirs après l'école. Mais en même temps, ce sont le plus, c'est aussi leur jeunesse parce que ce sont des enfants passionnés et surtout passionnés par ce sport, voilà, et qui viennent volontairement tous les soirs à l'entraînement avec envie et passion. Il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, des moments de doute aussi, mais je crois que le sport, c'est une bonne école de la vie. Ça permet de se dépasser, ça te permet aussi d'affronter les obstacles et de savoir les surmonter. Donc je pense que c'est une bonne école par rapport aussi à l'école, leur examen de plus tard et ensuite dans leur vie d'adulte.
L'année dernière, Alisha et Masha ont présenté un duo national au championnat de France et ont terminé sur le podium avec la médaille de bronze. Cette année, on a réitéré puisqu'on a encore placé 2 gymnastes au championnat de France et elles sont arrivées toutes les 2 10e alors que l'année dernière, elles étaient arrivées 23e. Donc on a gagné 10 places, donc on est contente de notre progression de travail et savoir qu'on est dans le vrai au niveau de l'entraînement et surtout de tout ce qu'on a mis en place avec Masha. Ici, tu remontes, ça doit être plus, tu dois montrer ces énergies différentes. Encore une fois. En ce moment, les 4 gymnastes s'entraînent en individuel pour représenter l'association lors des tournois internationaux, le prochain étant à Budapest. À l'approche d'une compétition, l'entraînement est intensif. Après les phases de création et d'apprentissage, les sportifs doivent passer leur exercice complet tel qu'il sera présenté le jour J. Lève tes yeux. Hey. Attention Masha. Allez. Et là, je te vois rentrer. Hey. C'est pas grave. Cerceau, ballon, corde, massue ou ruban, il existe 5 engins en gymnastique rythmique. Contrairement au championnat de France où il est imposé selon la catégorie, l'international laisse place au choix de l'engin. Pour les musiques, elles sont trouvées en accord avec la personnalité. Masha, 11 ans, présentera un numéro au cerceau. Ambitieuse et pétillante, elle est stimulée par la compétition. Alisha, 12 ans, est talentueuse, elle manie son ballon avec aisance et souplesse. La gymnaste présentera également un numéro à la corde. Le ballon, c'est plutôt très artistique parce que je le fais à une chanson de Adriano Celentano, Arcobaleno, et ça parle de la musique, de l'amour. Et la corde, c'est plutôt samba, c'est très joyeux. Donc tous les deux sont très artistiques. Océane, 15 ans, a beaucoup de volonté et arrive toujours à ses fins. Cette fois-ci, elle sera au cerceau. Je stresse un peu, mais je suis contente de montrer mes qualités, si on peut dire ça comme ça, au public, je sais pas, j'aime bien. Et Martha est la petite timide du groupe. Elle ne cache pourtant pas son ambition et son potentiel. Elle sera au cerceau et à la corde. La chorégraphie doit durer 1 minute 30 et tout est codifié selon un code de pointage. Il y a les maîtrises, toutes les difficultés techniques liées à l'engin, les difficultés corporelles, tout ce qui se rapporte à la danse classique, saut en amplitude, pivot, équilibre, et la notion de risque, un grand lancer avec un minimum de rotation. Et l'ensemble donne une note finale. Voilà les derniers ajustements avant le tournoi de ce samedi à Budapest, puis un peu de répit sera mérité avant celui de Russie en mai prochain. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Quel temps fera-t-il pour ces prochains jours? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Il s'agit décidément d'une belle semaine. Mercredi, plein soleil tout au long de la journée, température de saison entre 7 et 12 degrés. Jeudi, aucun changement par rapport à la veille. Vendredi, légère hausse du mercure, mais arrivée de quelques nuages qui ne seront pas, rassurez-vous, menaçants. Le week-end sera marqué par une alternance de nuages et de soleil aussi, avec un ensoleillement plus net dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site Monaco Info. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.